Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission spéciale Voix de fait, spéciale élection 2019, où j'ai le plaisir de recevoir le Parti Socialiste avec Fadila Lalane, Ahmed Ganaj et Mohamed Dayef. Alors, on va commencer par les dames. Alors, Fadila Lalane, quels sont vos engagements? Pourquoi vous avez une longue carrière déjà derrière vous? Pourquoi reprendre maintenant de nouveau le bâton de pèlerin et aller aux élections, et en même temps nous raconter un peu qui êtes-vous pour les téléspectateurs qui vous ne connaîtraient pas déjà encore. Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, je vais dire peut-être que je pense que j'ai envie de continuer à me battre en faveur des citoyens, parce qu'on est toujours dans une société qui a régressé depuis ces dernières années, notamment avec la politique du fédéral, et que je pense qu'il y a encore tellement de choses à réaliser. Les gens ont de plus en plus de mal tous les jours pour nourrir leur famille, se soigner convenablement, acheter leurs médicaments. Et donc j'ai l'impression qu'on n'a pas fini le job. Il faut continuer à se battre, à lutter contre toutes les injustices sociales. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une femme de 51 ans, une maman, 2 enfants, le premier à 20 ans et la fille à 16 ans. Et je suis originaire de Molenbeek, puisque j'ai grandi jusqu'à l'âge à être préadulte, je dirais, à Molenbeek. Et puis maintenant, je vis depuis quelques années à Anderlecht, où je suis impliquée dans le tissu local. Et j'estime qu'il est important qu'on continue à se battre tous ensemble, et donc avec les collègues candidats de la liste à la région notamment, avec le ministre-président Rudy Verwoerd, nous avons envie d'abord de défendre le bilan que nous avons réalisé pendant ces 5 années au gouvernement bruxellois, mais aussi surtout de réenchanter les citoyens, de leur redonner envie de continuer à soutenir le Parti Socialiste pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont plus l'occasion de parler. Merci beaucoup. Alors je vais me tourner vers Monsieur Ahmed Ganaj, qui est 6e candidat à l'Europe pour le Parti Socialiste. Alors Monsieur Ganaj, pourquoi l'Europe? Pourquoi vous? Eh bien, en fait, donc moi, d'abord, j'ai 50 ans, 2 enfants également, mariés, et en fait, j'ai donc une maîtrise, donc un master en sciences économiques, et je suis spécialisé dans l'aide à la création et le conseil à l'entreprise, au lancement de l'entreprise. Et en fait, j'ai toujours travaillé, donc presque 20 ans à Molenbeek, à lancer en fait des personnes pour leur petite entreprise, leur commerce. Et c'est vraiment là en fait que j'ai vu l'utilité importante en fait d'un outil qui est lancé par les autorités publiques et qui a un effet en fait sur l'emploi, puisque grâce à ce dispositif-là, on a aidé plus de 1200 personnes à se lancer, ce qui a créé en tout près de 2500 emplois. Donc c'est quand même important au niveau, on va dire, d'une commune et d'une région, et c'est vraiment en fait à ce niveau-là que j'ai vu que c'était quelque chose de très important au niveau de l'engagement politique. Maintenant, au niveau européen, en fait, voilà, moi je suis fraîchement élu en tant qu'échevin de l'économie, l'emploi et de l'urbanisme à Molenbeek. Et quand on avait Philippe Moureau, puisqu'on est presque tous un petit peu les générations qui ont été inspirées par ce grand homme qu'est Philippe Moureau, lui il avait une carrure assez grande, et en fait avec ça il arrivait en fait à attirer les moyens financiers un peu partout, puisque notre commune et nos quartiers sont finalement des quartiers qui sont quand même défavorisés au niveau socio-économique. Il n'y a pas de grosses possibilités. Pour les gros défis auxquels on fait face, il faut aller chercher les moyens ailleurs. Donc la région est un gros vivier pour nous pour justement obtenir les moyens financiers. Mais in fine, qui a ces moyens financiers? C'est des moyens financiers qui sont définis et qui sont votés à l'Europe. Et donc, en fait, le fait de soutenir ma candidature, ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas eu un candidat donc molenbeekois. Je suis le seul bruxellois homme qui se présente là. Il n'y a pas beaucoup de candidats non plus, donc on n'est que 8. Et en fait, le soutien à ma candidature, ce serait en fait pour
avoir en fait une orientation claire de la part de l'Europe pour dire que voilà, Molenbeek est intéressé par l'Europe, donc, et donc Bruxelles aussi, intéressez-vous aussi à nos quartiers et de plus en plus, en fait, faites dériver les moyens financiers qui vont permettre de rencontrer tous ces défis-là. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes que nous allons certainement aborder. Je me tourne maintenant vers M. Mohamed Daïef, qui est 9e candidat à la Chambre. Alors, M. Daïef, vos engagements, votre histoire. Oui, bonjour M. Daniel, bonjour téléspectateurs. Merci de nous inviter, d'inviter le Parti Socialiste, les 3 candidats qui sont présents ici. Moi, je m'appelle Mohamed Daïef, donc j'ai 63 ans. Je suis ingénieur de formation, enseignant, et j'ai été député bruxellois pendant 19 ans. J'étais 15 ans au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'étais au Sénat, j'étais échevin avec Philippe Moreau pendant 2 ans à cette commune Molenbeek-Saint-Jean, et actuellement je suis conseiller communal. Voilà, donc un engagement politique, disons, très long, et je me présente maintenant à la Chambre parce que j'estime que maintenant, à la Chambre, il y a des enjeux beaucoup plus importants à défendre. Madame Fadila l'a annoncé, par exemple, le jeu de la sécurité sociale, c'est le pilier. Donc, si, avec le gouvernement qui vient de passer, donc il a dit, écoutez, cet outil qui est formidable, c'est un outil de solidarité, c'est un outil qui permet à des gens qui n'ont pas de moyens de se soigner, de se nourrir, de prendre en charge leur famille. Donc c'est un élément qui me poussait un peu d'aller au fédéral et de défendre beaucoup plus évidemment d'autres thèmes comme le transport public, disons, la fonction publique, le secteur public qui est important, qui est aussi malmené, parce qu'on essaie un peu de privatiser, et quand j'étais échevin ou géré directement, je voyais un peu l'impact qu'on pourrait avoir au niveau public sur l'engagement par rapport au privé, qui lui qui fait appel au privé et qui n'a fait pas appel à la main-d'œuvre, disons, publique. Donc il y a le travail aussi, donc, notamment la réduction du temps de travail, que nous souhaitons évidemment passer de 38 à 32 heures. Il y a le problème de la fiscalité, donc il y a le problème de l'environnement. Vous voyez, donc le fédéral, pour nous, c'est un moyen important de peser sur la vie quotidienne de nos citoyens. Très beaux engagements, merci. Alors, on arrive donc un peu aux thématiques. On a le travail, vous avez des adolescents qui, je suppose, leurs amis et eux-mêmes peut-être sont là chaque jeudi pour demander un avenir meilleur au niveau de l'engagement climatique, du climat. Nous voyons les entrepreneurs avec toute cette économie. Alors comment on peut un peu réconcilier un peu tout ça, parce que quand on entend beaucoup parler au niveau européen et même en Belgique de l'environnement, on parle de taxes au kilométrage, on parle de ne plus pouvoir utiliser sa voiture pour aller travailler et ce genre de choses-là. Quand on parle d'entrepreneuriat, on est un peu le volet inverse. Maintenant, il y a de très beaux projets d'entrepreneuriat qui lient justement l'environnement et tout ça. On a parlé aussi de sécurité sociale, des taxes et tout ça. Quand on se lance comme entrepreneur, c'est toujours ce qui est un peu difficile à avoir. Alors, Madame Lanane, comment pour vous on réconcilie un peu et on dit aux jeunes, voilà, vous aurez un travail, votre entrepreneuriat, ça peut marcher avec aussi vos demandes environnementales? Je pense que ce qui est rafraîchissant, c'est de voir ce mouvement des jeunes qui bottent le derrière des adultes en disant quelle planète vous nous laissez, comment est-ce qu'on peut encore continuer à vivre dans ces conditions-là. Je pense que c'est un débat qui est un débat intéressant et réjouissant de voir que les jeunes enfin se ressaisissent d'une question sociétale. Parce que c'est vrai que moi, jusqu'alors, je me suis toujours demandé si les jeunes étaient encore intéressés par ce qui était extérieur à leur propre être, puisque souvent on dit les jeunes sont très repliés sur eux-mêmes avec leurs réseaux sociaux, leurs smartphones, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très positif et de très rafraîchissant. Maintenant, le débat sur le climat, je pense qu'il doit aussi avoir comme considération la justice sociale.
Si on prend des mesures évidemment pour protéger notre planète, mais en pénalisant déjà ceux qui n'ont pas grand-chose, alors je pense qu'on passe à côté de la question. Je crois vraiment qu'il est possible de concilier ce débat sur le climat, sur l'environnement, et de faire une plus grande justice sociale. Je donne un exemple. Vous savez que pour les citoyens, pour des familles aujourd'hui, la plupart du temps, ils payent plus de frais d'énergie que de frais de loyer quand ils vivent dans des logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une TVA qui est à 21% sur l'énergie. Ce n'est pas normal. Alors bien sûr, on peut dire, voilà, il faut faire attention, on doit moins consommer, oui, très bien. Moi j'ai entendu les écolos qui disaient, il ne faut pas changer, pas diminuer la TVA de 21 à 26%, parce que ça concerne tout le monde, et donc même les grands utilisateurs, alors bénéficieraient d'une aubaine. Mais moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'entre un gros producteur qui, pour lui, ce sera peut-être une aubaine en effet, pour les familles, c'est dramatique. Je veux dire, de devoir faire après des économies sur leur santé, sur leurs médicaments et autre chose. Donc je crois qu'il y a moyen de concilier un débat à la fois sur protection de l'environnement, protection de notre planète et climat, et en même temps justice sociale. Autre élément que je pourrais mettre en évidence, vous savez que la région a mis en place, pour le prochain gouvernement, un plan d'investissement de 540 millions d'euros pour rénover les logements sociaux qui ne sont pas adaptés aujourd'hui en termes énergétiques et qui ne sont pas confortables et qui sont très consommables en termes d'énergie. Ben là aussi, ça montre en tout cas qu'on peut avoir des politiques qui adoucissent la facture, qui améliorent la planète, tout en respectant les plus faibles. Et vous, au niveau européen, Monsieur Gjanaï, parce que l'Europe est considérée dans le monde comme le meilleur élève au niveau de l'environnement. Qu'est-ce que l'Europe, d'un côté, pourrait amener à la Belgique à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'elle pourrait encore faire plus que ce qu'elle ne fait à l'heure actuelle? Et donc, en fait, le cadre légal ici en Belgique, à plus de 80%, vient de l'Europe. Donc, effectivement, en fait, c'est un enjeu très important d'avoir, en fait, disons-le un peu de façon un petit peu, on va dire, chauvin, d'avoir nos gens là-bas, parce que c'est très important de comprendre les réalités. Et en fait, au niveau de l'Europe, on vote des mesures qui auront un impact sur la vie de tous les jours pour la Belgique, les Bruxellois. Et donc nous, en fait, on propose d'aller, puisque c'est le meilleur élève, et de continuer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gaz à effet de serre jusqu'à l'horizon 2050. Ça demande des investissements importants, donc on demande d'aller plus loin au niveau de ces investissements-là. Et en fait, vous parliez un peu des entreprises, parce que ça doit rester quand même concret aussi, parce qu'on veut bien, en fait, voilà, et lister les mesures, mais ça doit rester concret aussi pour les habitants, pour les commerces, etc. Et sachez, en fait, qu'au niveau des entreprises, il y a déjà, en fait, des programmes, et on veut intensifier ces programmes qui vont, en fait, à la rencontre des petits entrepreneurs pour leur proposer des solutions qui vont réduire, en fait, leur impact par rapport à l'environnement. Et c'est des programmes, en fait, qu'on veut intensifier pour aller vraiment aller à la rencontre de cette exigence importante pour tout le monde, mais en même temps en ne pénalisant pas les petits entrepreneurs, comme l'a dit là tout à l'heure Fadil Alanan. En fait, l'environnement, oui, mais s'il est bien réparti, si la charge de l'amoindrissement de l'impact est répartie par rapport à tous les acteurs, et aussi les gros acteurs, en particulier les gros acteurs. Mais donc les petits acteurs, et nous on continuera en fait à intensifier l'aide et le soutien pour que ces acteurs-là puissent réduire leur impact, mais tout en gardant en fait comme objectif premier dans des quartiers surtout comme Bruxelles, qu'il faut quand même que les entreprises, l'entrepreneuriat, que les personnes se développent, et pas simplement arriver avec des mesures qui seraient vraiment mal comprises par rapport à une situation socio-économique criante, quoi. Donc, tant à l'Europe, on parle d'une taxe sur les GAFA. Bon, la France n'a pas pu le faire passer à l'Europe, donc du coup le fait chez elle. Est-ce que pour vous, au fédéral, M. Daïev, est-ce que c'est une voie que la Belgique pourrait prendre si ça ne se fait pas au niveau pleinement européen, de taxer justement donc, les fameux GAFA, donc Google, Facebook, Amazon, pour justement faire rentrer de l'argent?
Justement, c'est une piste pour nous, en tout cas, d'essayer un peu de trouver des moyens. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le sens que, bon, on taxait beaucoup plus le travail, on taxait beaucoup plus, mais on épargne un peu les grosses boîtes, les grosses entreprises qui génèrent un bénéfice important. Évidemment, ces grosses entreprises doivent participer à la solidarité nationale des citoyens. Et donc, on devrait les taxer pour qu'ils participent à cet effort de solidarité, notamment pour faire accentuer certaines politiques comme les climats, comme par exemple la politique climatique, où les régions sont compétentes, mais le fédéral doit donner les moyens, doit stipuler, doit donner les moyens aux régions pour qu'ils puissent faire cette politique-là. Donc on est tout à fait favorable, parce que d'ailleurs toutes les grosses fortunes, dans ce cas sur les fortunes, quelles que soient, doivent être participées à l'effort de solidarité. La législature a été marquée justement beaucoup par cet effort au niveau des taxes, de diminuer un peu la charge sur le travail. Est-ce que vous, demain, si vous êtes aux commandes, allez-vous aller plus loin ou allez-vous privilégier certaines catégories de la population au niveau de la politique de taxation? Comment vous voyez ça? Écoutez, nous, au sein de notre parti, évidemment, nous voyons un peu taxer beaucoup plus, disons, les entreprises qui font de grands bénéfices, la grande fortune, le patrimoine qui dépasse aussi 1,5 million, mais nous voulons diminuer la taxe sur le travail. Parce que, bon, avec ce gouvernement, déjà, on n'avait pas l'index, on a sauté l'index, donc le pouvoir d'achat des personnes a diminué, donc il faut rectifier ça. Au niveau du travail, sur l'Europe, je pense que la Belgique, c'est le pays le plus taxé au niveau du travail. Donc nous souhaitons évidemment... on vient d'être dépassé par la France. S'il vous plaît? On vient d'être dépassé par la France. Ah oui, mais la France, bien maintenant, suite au moment des Gilets jaunes, ils ont pris un peu cette décision-là. Mais disons, auparavant, nous étions beaucoup plus. Donc c'est un point important pour nous, que pour les travailleurs, qu'on puisse un peu avoir une somme d'argent qui leur permette de vivre décemment et de ne pas toujours payer le loyer. Évidemment, il faut aussi que les services publics continuent, et donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ceux qui ont de plus, ils doivent donner à ceux qui ont de moins. Donc ça veut dire que les entreprises qui font de gros bénéfices et qui font les bénéfices, qui les exportent leurs bénéfices ailleurs, ils doivent payer aussi une partie des bénéfices ici pour que nous, citoyens, nous puissions bénéficier d'une meilleure vie aussi. Alors la mobilité, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir un peu discuter, parce que ça devient très difficile quand même de se déplacer, et à Bruxelles, dans les tunnels qui deviennent, puis aussi ça devient plus que l'axe principal de voyager entre les différents, entre le nord et le sud de Bruxelles. On parle de l'extension du métro. On a reçu Écolo ici, ils nous ont dit transport public gratuit. Alors pour vous, Madame Lalanne, c'est quoi transport public gratuit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment améliorer drastiquement cette mobilité qui finalement crée, on voit que le conducteur belge devient l'un des plus agressifs d'Europe d'ailleurs suite à ça. Donc quels sont les plans pour la prochaine législature à ce niveau-là? Il faut savoir que Bruxelles est envahie tous les jours par un peu plus de 180 000 véhicules qui viennent des autres régions pour venir travailler à Bruxelles. Alors évidemment, Bruxelles, c'est bien, c'est une capitale riche qui veut évidemment soutenir l'économie du pays, et donc c'est très bien que des travailleurs des autres régions viennent nous rejoindre, mais malheureusement, ça engorge, plus les véhicules bruxellois, ça engorge complètement notre région. Alors je pense que la première réponse qu'il faut amener, c'est d'abord développer le fameux RER qui est bloqué, qui est un des chantiers qui est bloqué au niveau du fédéral, et on voit bien que le fédéral n'aime pas tellement Bruxelles, et donc c'est chaque fois un projet qui est reporté. Ça permettrait en tout cas d'apporter une réponse déjà très satisfaisante pour éviter tous les bouchons le matin, ou le soir d'ailleurs. De la même manière que l'offre de transport en commun doit être augmentée, c'est ce que nous avons fait sous cette législature et que nous comptons encore réaliser sur la prochaine si nous sommes toujours au pouvoir. Il y a d'ailleurs un investissement de 5 milliards d'euros que la région investit pour son transport en commun, donc pour renforcer, pour élargir les lignes de métro, augmenter l'offre de bus en essayant d'avoir un maximum de véhicules qui soient propres, et donc notamment les véhicules électriques, même si ce n'est pas toujours évident, mais donc c'est vraiment développer ce genre de choses, d'élargir et d'augmenter aussi l'offre de tram là où c'est nécessaire. Et donc là, je pense que l'investissement que nous mettons en place permettra en tout cas d'avoir une autre façon de se mouvoir. On a aussi beaucoup
beaucoup travaillé sur les pistes cyclables sécurisées. Vous savez qu'on a doublé le nombre de kilomètres de pistes cyclables. Il y a un certain nombre d'autres projets comme tout le dispositif de mobilité douce, comme les trottinettes, les voitures partagées, où il faut vraiment investir un maximum, puisque vous savez que les Bruxellois, pour la plupart, donc un Bruxellois sur deux s'est débarrassé de son véhicule. Parce qu'il circule autrement, soit à pied de manière majoritaire, soit dans les transports en commun. Donc c'est montré en tout cas qu'il y a déjà une nouvelle forme de consommation des citoyens bruxellois. Mais il faut continuer, et il faut continuer à investir évidemment dans la gratuité des transports en commun, mais malheureusement, je pense qu'il ne sera pas possible de le faire directement une gratuité totale pour tous les usagers, puisque alors du coup, ça voudrait dire que des gens qui aujourd'hui sont des travailleurs et dont l'abonnement est pris en charge par l'employeur pourraient voyager gratuitement, les touristes pourraient voyager gratuitement. Donc il faut quand même faire un peu attention, on doit quand même encore alimenter les caisses de l'État. Moi je pense que la gratuité peut être mise en œuvre pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans et pour toutes les personnes seniors à partir de 65 ans. Et pour le reste, peut-être phaser les choses, mais déjà nous avons fait un effort pour ne pas augmenter le prix de l'abonnement et le prix du billet. Et aussi, nous avons réussi, je dirais, à diminuer le prix de l'abonnement scolaire, puisque maintenant, quel que soit le rang de l'enfant, il est à 50 €. Et allons-nous aussi aller vers de l'intermodal par exemple, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas juste des travailleurs qui viennent des deux régions, mais on a le bus de Lane, on a le Lane, le TEC, le train, la STIB. Est-ce qu'on ne serait pas plus aussi en faveur aussi d'un abonnement qui permettrait aux gens de prendre toutes les connexions? Tout à fait. Et je pense que même, on oublie, mais on pourrait même circuler de gare en gare à Bruxelles, ce qui faciliterait aussi certains déplacements. Donc moi, nous sommes évidemment favorables à ces dispositifs intermodaux, à des offres, voilà, pour vraiment faire en sorte que l'on puisse, avec un seul abonnement, circuler dans toute la région et utiliser n'importe quel transport en commun ou autre chose. Je pense que c'est une très très bonne idée, effectivement. Mais vous savez que chaque région reste maître de son dispositif et que ce n'est pas toujours évident de discuter avec certaines d'entre elles. Et vous, au niveau de la mobilité, M. Laïef, qu'est-ce que le fédéral peut apporter à Bruxelles, parce qu'ils ont quand même l'instrument de Bruxelles Iris, donc, qui permet de faire des chantiers, des infrastructures, comme on l'a vu dans le piétonnier à Bruxelles. Donc, oui, comment vous allez... Justement, le fédéral doit jouer un rôle important dans la mobilité, dans la politique de la mobilité prochaine, parce que, comme vous dites, évidemment, on se dirige vers l'attente, diminuer l'usage de la voiture. Et donc, il faut utiliser les transports publics beaucoup plus. Et au niveau fédéral, nous avons la CNCDF, donc le chemin de fer, qu'il faut renforcer, qu'il faut donner beaucoup plus de moyens pour rendre les services rapides, accessibles, augmenter les fréquentations, élargir les plages horaires pour l'utiliser. Et puis, ça au niveau qu'il peut agir directement parce que c'est sous la tutelle fédérale. Et puis, il faut aider les régions. Donc, il faut donner les moyens aux régions, comme à Bruxelles, parce que comme Fadila vient de le dire, donc à Bruxelles, il y a quand même environ plus que 700 000 nafteurs qui viennent ici, qui viennent de 2 régions, et donc qui utilisent le transport public. Et donc le fédéral a l'obligation d'aider aussi cette région-là à développer l'offre de transport public. Et donc en matière de la STIB notamment, qu'il faut donner beaucoup plus de moyens. Évidemment, au niveau de la région flamande, c'est des Lijn, au niveau de la région wallonne, c'est les TEC. Donc tout ça, on doit donner les moyens à ces régions-là pour qu'ils puissent un peu développer une politique accessible et comme ça qu'on peut aussi faire une politique pour les climats favorables parce qu'en utilisant beaucoup plus le transport public, on utilise moins sa voiture, d'autres moyens. Et pour vous, le transport public doit aussi se développer, avoir des offres. Parce que pour le moment, la majorité des bus... Non, mais c'est ça que je viens de dire. Donc le transport public doit s'adapter, doit se développer, la plage horaire doit aller beaucoup plus... À part les fréquences, il faut aussi aller beaucoup plus loin. Par exemple, jusqu'à 2 h du matin ou 3 h du matin, ça dépend des événements. Donc, vous voyez, donc on ne doit pas se limiter uniquement à des horaires fixes. Non, il faut élargir, y compris le chemin de fer. Les trains aussi, donc ils doivent s'adapter à la nouvelle utilisation de la société. Donc quand on a des concerts, quand on a d'autres, donc il faut aussi que les offres soient beaucoup plus augmentées et accessibles, rapidement accessibles. Voilà, donc on ne doit pas, la politique climatique ne doit pas rester un vain mot. Il faut qu'on donne les moyens pour concrétiser cette politique de mobilité et de ne plus utiliser les voitures
qui sont de plus en plus polluantes. Et au niveau de l'entreprise, vous avez parlé de gare, c'est pour ça que je fais le lien. Il y a un grand incubateur qui a été poussé par le fédéral bicentral. Et puis il y a beaucoup d'incubateurs qui ont été faits lors de la législature de la région. Est-ce que vous allez donner plus de priorité sur des thèmes, par exemple mobilité, environnement, à ces incubateurs comment maintenant, quelle va être un peu la deuxième vague d'abord M. Daïef au niveau du fédéral, puis peut-être Mme Lamen au niveau de la région et de l'Europe, bien sûr, puisqu'on a Erasmus pour entrepreneurs, entre autres. Mais nous, au niveau fédéral, on doit encourager toutes les initiatives, disons, qui font progresser la société, qui font aller, disons, progresser la société dans le bien-être du citoyen. Donc tous les moyens, on va utiliser un peu tous les moyens possibles pour essayer d'aider ces incubateurs pour favoriser, disons, ce type d'entreprise, d'idées. Donc voilà. Donc oui, c'est aussi 80, d'après la Commission européenne, c'est aussi une source d'emploi. On est en recherche des formations. Mais tout ça, c'est que donne évidemment une source d'emploi, parce que bon, une nouvelle fois, il faut former, il faut que les gens qu'ils travaillent. Donc tout ça, c'est une source d'emploi, d'un gisement d'emploi très important. Et nous souhaitons évidemment que les citoyens puissent bénéficier de ça. Parce qu'au niveau d'emploi, bon, il reste beaucoup de choses à faire aussi. Donc on a un taux de chômage quand même important. Et donc ce sont des moyens aussi utilisés pour essayer d'absorber. Plus de formation vers les métiers qui sont en pénurie ou qui n'existent pas encore. Il y a la Commission européenne qui disait que 68% des enfants qui naissent aujourd'hui vont faire un métier qui n'existe pas encore. Mais oui, mais disons par exemple, actuellement tout est digitalisé. Donc tout est informatisé, tout ça. Donc ce sont des nouveaux. Donc il faut tous les futurs, disons, nos enfants, nos petits-enfants, bon, ils ne vont plus utiliser les moyens que nous utilisons maintenant. Donc il faut anticiper. Donc c'est pour ça aussi la recherche qui est importante au niveau. Donc il faut aider la recherche et il faut utiliser l'enseignement aussi dans ces outils un peu nouvelles. Donc que ça sera dans les années à venir autrement. Donc on utilise autrement que maintenant. La voiture, par exemple, la voiture électrique aussi. Donc voilà, c'est un moyen. Au niveau mécanique, donc le mécanicien d'aujourd'hui ne sera pas le mécanicien de demain, puisque bon, toutes les outils qu'on utilise, ils auront une autre technologie, donc il faut avoir une autre formation. Et c'est pour ça qu'on doit être attentif à cet aspect-là et anticiper, disons, la formation pour le bien-être et pour la création d'emplois. On a beaucoup à l'Europe à dire à ce niveau-là. Il y a le marché digital unique qui est en train de se faire. Il y a Erasmus pour entrepreneurs. On a de très beaux exemples à Molenbeek, justement, d'insertion de gens, le fameux Molengeek. Est-ce que vous voyez ce genre de choses s'étendre aussi à l'Europe, transformer un peu l'infrastructure qui est comment allez-vous mettre, disons, un peu le grain de sel belge, je dirais, dans cette politique européenne de digitalisation? Et déjà, en fait, pour juste revenir sur la mobilité, donc au niveau européen, donc on en est en fait à négocier les grands accords pour éviter en fait qu'il y ait déjà une libéralisation des services publics. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se passer. Donc insister pour que justement on n'arrive pas à une libéralisation de ces transports publics et lancer des grands plans d'investissement pour favoriser l'intermodalité. Et donc ça c'est un petit peu au niveau européen je veux dire les grands axes sur lesquels nous allons travailler. Maintenant, pour ce qui concerne on va dire le travail de transformation des espaces qui sont disponibles, par exemple à Molenbeek on a énormément d'espaces disponibles puisque c'était une ancienne zone industriel qui était d'ailleurs bien connu, on l'avait appelé même à un certain moment donc le Manchester, mais qui a été justement qui n'a plus été vraiment la zone de développement, et donc des espaces ont été maintenus mais sans vraiment avoir d'activité. Donc en fait
au niveau européen, il y avait des programmes, et c'est sur cette base-là qu'il faut travailler, des programmes justement de reconversion avec des soutiens financiers importants pour justement arriver à calquer sur la nouvelle réalité économique, puisqu'on n'a plus vraiment besoin au niveau des villes d'espaces énormes, mais plutôt de fractionner ceci. Et c'est comme ça que sont nés les centres d'entreprise, les centres de développement de l'économie urbaine, avec plusieurs entreprises. Donc c'est en fait vers cela qu'il faut aller, continuer en fait à investir massivement dans les quartiers pour faire émerger l'entrepreneuriat actif. Vous savez que par exemple, au niveau de Bruxelles, on a un taux de création d'entreprises qui est beaucoup plus important que dans d'autres zones, justement parce qu'en fait, d'une part, il y a un manque d'alternatives puisqu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et donc ils recherchent en fait une solution, mais en fait aussi parce qu'il y a même culturellement au niveau des personnes vivant à Molenbeek, les 184 cultures différentes qui sont présentes, il y a en fait une facilité à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, et donc il faut vraiment utiliser cette capacité-là en faveur du développement de l'économie et de l'emploi, puisque le vivier, la création d'entreprises, finalement, c'est le seul vivier durable pour la création d'emplois. Et lorsqu'on parle d'emploi, en créant un emploi durable, on maintient aussi la solidarité entre les personnes. Et donc, on peut préserver aussi le système de la sécurité sociale, tout simplement. Et faire émerger aussi l'économie collaborative. Voilà, ça c'est aussi un chapitre important, puisque en fait il faut développer les circuits courts et développer on va dire l'économie inclusive d'insertion socio-professionnelle et économique en développant justement, en aidant les personnes à développer en fait ces circuits courts, donc aller chercher les moyens financiers pour faire en sorte que ce monde-là se remette, parce que finalement avant c'était comme ça, mais après une industrialisation importante, on avait oublié qu'il était possible d'aller se fournir tout près de chez soi. Et donc il faut remettre sur pied tous ces circuits-là en les finançant pour arriver justement à répondre à ce nouveau défi qu'il faut qu'il y ait une économie qui soit basée sur les potentialités existantes dans la proximité, et qui aura le moins d'impact aussi au niveau de l'environnement et qui aura plus d'impact aussi pour la création d'emplois. Alors, au niveau de l'emploi, vous voulez peut-être rajouter quelque chose à ce que Monsieur nous prépare pour l'Europe, parce que tous ces financements, il y a aussi des financements régionaux qui jouent beaucoup. Le circuit court, on l'a vu avec Boxtal Comestible, enfin, il y a beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Comment allons-nous encourager à se développer? Par exemple, à Paris, il y a les pariculteurs, donc la mairie a donné 100 hectares de toiture et de murs pour faire des justement vers des réactions toiture verte, et que 50% de leur cantine allait être approvisionnée par ce moyen-là. Donc c'est quelque chose qui pourrait être envisagé à Bruxelles. Bien entendu, mais vous savez, d'abord le taux de chômage a diminué à Bruxelles et ça fait le 70e mois de diminution du taux de chômage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a toujours beaucoup de chômeurs à Bruxelles, on sait qu'on continue à travailler sur une série d'actions et notamment la garantie jeune qui a fait des résultats quand même assez intéressants. Aujourd'hui on se dit qu'il faut aller au-delà. Les jeunes, c'est vrai, on les prend en considération, mais il y a d'autres personnes qui sont hors champ. Et donc il faut, et en tout cas dans notre programme au niveau du Parti Socialiste pour la région, nous considérons qu'il faut dans les 12 mois de l'inscription d'un demandeur d'emploi, soit lui offrir un stage, soit une formation, soit un emploi, dans les 12 mois. On ne peut pas aller au-delà, il faut vraiment faire en sorte que la personne
vraiment puissent très vite être mises le pied à l'étrier. Je crois aussi au niveau des formations, on a augmenté le nombre de ces dernières pour essayer de les adapter aux métiers en pénurie, ou en tout cas aux nouveaux métiers. Vous avez parlé de ce qui se fait à Paris, c'est vrai que c'est une très bonne idée. On valorise effectivement, je dirais, la façon de construire écologique et durable, les circuits courts et l'alimentation avec les produits locaux, c'est aussi une valeur essentielle aujourd'hui avec tout le débat sur le climat. Et donc il y a des métiers qui sont des métiers dans lesquels on peut inscrire des demandeurs d'emploi. Il suffit simplement de faire conjuguer les personnes vers ce type d'orientation. Alors il y a quand même une chose que je voudrais dire sur l'emploi, ou en tout cas sur une question qui me désespère beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui à Bruxelles, il y a plus de 17 000 jeunes qui sont ni à l'école, ni en formation, ni dans un emploi, et qui sortent complètement des radars. Ce sont des jeunes qui sont normalement plus en obligation scolaire, donc ils ne vont plus à l'école, ils n'ont plus d'ailleurs d'allocation de chômage, ils n'ont pas d'allocation d'insertion ou de chômage puisqu'ils ne sont pas inscrits à Actiris, ou en tout cas s'ils se sont inscrits, ils n'ont pas poursuivi leur procédure. Et là vraiment c'est inquiétant. Alors il y a dedans, dans ces 17 000 jeunes, vous en avez qui voyagent, qui prennent des années sabbatiques, ça c'est très bien. Ils disparaissent des champs de radar, mais c'est pas grave, ils ont l'air de bien s'épanouir. Par contre, tous les autres, c'est dramatique. Alors c'est moins dramatique pour les familles aisées, parce qu'alors finalement le jeune est pris en charge et il est nourri, logé et blanchi. Mais pour les familles défavorisées, c'est dramatique. Et souvent même, ça peut faire des conflits. Et souvent, ces jeunes se retrouvent dans la rue. Et là, je pense qu'on a une obligation, et la priorité du prochain gouvernement, ce sera de s'atteler à la tâche, de remettre dans le circuit les NEET. On appelle ça les NEET, parce qu'ils sont ça en anglais, donc c'est ni emploi, ni formation, ni stage. Et donc, il faut une prise en charge individualisée. J'en ai déjà discuté avec le directeur d'Actiris, M. Chapelle, pour qu'on puisse lancer un projet pilote, parce que ces personnes, il faut vraiment les prendre en charge individuellement, et c'est presque d'aller les chercher à la maison pour les remettre dans un circuit de cadre, de réglementation et d'épanouissement, j'espère un jour. C'est un beau projet. Merci. Effectivement. Et au fédéral, le CDIF, comment vous allez les soutenir ou apporter un peu peut-être une meilleure coordination entre les régions, parce que ce qui est bien pour Bruxelles peut être aussi bien pour la Wallonie, pour la Flandre. Évidemment, donc au niveau fédéral, donc nous pouvons travailler évidemment sur trois axes beaucoup plus importants. Donc Fadela vient de dire, on essaie un peu de donner un emploi à tout le monde, donc notamment les jeunes. Donc s'ils n'ont pas de formation, on doit les mettre en formation. S'ils n'ont pas de qualification, on doit les mettre en qualification, en collaboration évidemment avec les régions, puisque c'est une matière aussi régionale. Au niveau fédéral, nous prenons aussi la réduction de temps de travail, donc passer de 38 heures à 32 heures, parce que c'est important, parce que quand vous libérez 4 heures de travail par semaine, donc ça, vous créez des emplois automatiquement. Donc, c'est-à-dire sans perte de salaire, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, on veut jouer dans une société solidaire. Troisième axe, vous savez qu'il y a des réductions qu'on a données aussi, disons, à des entreprises, à des entrepreneurs, pour l'engagement des personnes. Et donc, nous voulons évidemment avoir un monitoring, avoir une inspection pour savoir la qualité de l'emploi et est-ce qu'il y a vraiment une création de l'emploi. Les aides à l'emploi doivent créer de l'emploi, mais ne doivent pas aller ailleurs. Donc nous devrons être attentifs et nous devrons suivre cette création-là. Lorsqu'il y a l'entrepreneur, lorsqu'il y a l'entreprise qui s'engage, qui prend des ans de réduction pour engager, nous devons être sûrs qu'il y a des engagements et des engagements de qualité. Voilà. Au niveau de l'emploi et au niveau de l'enseignement, qui est un autre pilier. Peut-être d'abord à l'Europe, on a quand même l'initiative Digital Skills et Skills. Ce sont donc les aptitudes sont très mises en avant par l'Europe. Est-ce que quand on voit les pays membres, tout le monde n'est pas au même niveau. Comment on peut peut-être faire plus de passerelles entre régions d'Europe, entre pays, comment vous voyez pour améliorer un peu ça, parce que l'Europe est quand même sur le coding pour les jeunes filles, enfin faire venir tous ces métiers aussi à travers les différents genres. Je pense que encore une fois, l'Europe, c'est l'endroit où les moyens financiers doivent être libérés justement aussi pour soutenir
la création on va dire, de classes beaucoup moins importantes. On est ici à Bruxelles avec un nombre d'élèves par classe qui est trop important, donc il faut soutenir les pays européens et les régions pour arriver à avoir des classes qui soient gérables et qui permettent justement de développer et qui permettent l'épanouissement des élèves, et aussi au niveau de toutes les nouvelles technologies, mettre les moyens pour justement arriver à ce que, par exemple, la région de Bruxelles-Capitale ne soit pas défavorisée, encore une fois, par le fait qu'elle soit une région pauvre. Donc c'est d'arriver à faire en sorte que les régions puissent s'équilibrer dans le sens où il faut appuyer encore un peu plus là où il y a un grand besoin. Alors justement, parlant de l'Europe, mais plus au niveau de la région, M. Piquet avait engagé dans les années 90 de ne plus avoir ce ghetto européen et de disperser les institutions un peu partout. Maintenant, en rétrospective, est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure intégration des expats européens à travers Bruxelles? Est-ce qu'il y a une meilleure connaissance de l'Europe à ce niveau-là, ou qu'est-ce qu'on devrait faire encore? Je pense qu'on a quand même déjà un peu amélioré la cohésion dans notre région avec une dispersion un peu plus importante des institutions internationales sur notre territoire, même si on sait aussi que dans certaines communes, on a aussi, je dirais, les effets, les conséquences négatives de la présence de familles d'expats qui ont évidemment des moyens bien plus importants que les familles modestes bruxelloises, qui doivent souvent, parfois, quitter notre région pour pouvoir acquérir un bien en périphérie flamande ou wallonne. Et donc, je crois qu'il y a quand même encore un travail qui doit être réalisé. Vous savez, on corrige le tir au niveau du gouvernement pour justement mettre un peu fin aux effets néfastes de la politique du gouvernement fédéral MRNVA. On a changé complètement le dispositif à Bruxelles, notamment par des mesures en matière fiscale, en supprimant la taxe régionale, en mettant en place pour les propriétaires de logements la recette de 120 €, donc la recette Bi-Home qu'on appelle, et donc qui est donnée aux propriétaires pour leur premier logement. On a aussi diminué l'impact de la fiscalité sur l'achat d'un bien immobilier en neutralisant les 175 000 premiers euros de l'achat d'une maison. Donc les droits d'enregistrement sont diminués et c'est un gain pour un couple par exemple jusqu'à 22 000 à 23 000 € sur les droits d'enregistrement. C'est quand même une économie importante. Ça montre en tout cas qu'on a mis en place des politiques pour garder des citoyens moyens à Bruxelles et de continuer aussi à investir pour les familles plus modestes et les familles plus défavorisées, là aussi en mettant des moyens supplémentaires pour construire du logement public, du logement moyen ou du logement social, pour rénover aussi l'ensemble de ces logements, mais aussi en mettant en place la création de nouvelles écoles. La région a mis des moyens importants. Moi, au niveau de la COCOF aussi, on investit beaucoup dans les crèches et la création de crèches avec la collaboration des communes, et donc je dirais qu'on essaie tous de mettre la main à la pâte pour faire en sorte qu'il y ait un vrai vivre ensemble, surtout un faire ensemble entre ceux qui ont beaucoup de moyens et ceux qui en ont moins, et en faisant en sorte aussi que tout le monde reste dans notre région et essaye d'être solidaire des difficultés de ceux qui ont le plus besoin. Alors on parle, je vais me retourner juste vers le fédéral, parce que le fédéral, vous soutenez, on parle beaucoup en région bruxelloise d'écoles à immersion, et il y a pas mal d'écoles à immersion. À l'Europe, on a, je crois, 4-5 écoles européennes qui sont les pionniers dans l'immersion, mais on le voit beaucoup. Moi, ma nièce, par exemple, qui étudie ici à Bruxelles, elle est dans une école à immersion. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu généraliser ça au niveau de la Belgique? Parce qu'on voit que les jeunes néerlandophones parlent de moins en moins français, que l'anglais finalement devient un peu la langue quand les Belges se retrouvent autour d'une table. Est-ce qu'on ne devrait pas, parce qu'il y a beaucoup d'efforts du côté francophone pour
pour arriver à une connaissance du néerlandais? Les gens vont mettre leurs enfants dans les écoles néerlandophones. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de pousser ça un peu, de généraliser ça aussi un peu dans le nord du pays? Écoutez, donc, vous savez, donc, l'enseignement, c'est une matière communautaire, donc le fédéral n'agit pas directement sur ça. Mais disons, je vous donne un peu mon sentiment. Moi, je pense que, et évidemment, comme j'ai siégé pendant 15 ans à la communauté française et spécialement à la commission de l'enseignement, donc il y a un très grand débat au début de la création des écoles d'immersion. Et je crois que les écoles d'immersion ont donné un résultat positif. Moi, je suis pour, disons, pour généraliser les langues, toutes les langues. Donc, ce n'est pas uniquement l'immersion. Il faut que, pour nous, évidemment, en Belgique, il faut le minimum l'immersion, mais il faut encourager la connaissance de plusieurs langues. Parce que, bon, nous vivons dans un monde international, on se place beaucoup, donc nos jeunes doivent maîtriser un peu plusieurs langues. Comme ils sont aussi, l'emploi est ici favorisé par les gens qui connaissent beaucoup plus de langues. Nous, ici, à la région bruxelloise, évidemment, il faut généraliser le problème d'immersion, parce que c'est une région bilingue, et donc il faut que les jeunes maîtrisent les deux langues pour qu'ils puissent évidemment travailler facilement beaucoup plus. Parce que le plus grand handicap pour les Bruxellois ici, c'est la connaissance des néerlandais au niveau du travail. C'est la connaissance des langues, d'une façon générale. Donc, et surtout ici au niveau des néerlandais. D'où l'idée des écoles d'immersion qu'ils ont commencé il y a quelques années, que maintenant on espère qu'elles soient généralisées. Je reviens pour l'enseignement, disons, pour l'enseignement de façon générale, vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement. Je pense évidemment que l'enseignement est un élément important de développement d'une société. Et il faut donner les moyens. Malheureusement, je dis que les enseignants ne sont pas encore valorisés. Il faut valoriser les enseignants. Parce que c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup d'enseignants maintenant, notamment dans les matières scientifiques et techniques. Donc il faut rendre le métier d'enseignant un métier attractif. Le tronc commun qu'on vient d'instaurer, moi je salue, parce que bon, c'était mon combat aussi d'instaurer un tronc commun, étant donné, il faut avoir un minimum de base, disons, pour que les élèves puissent partir. Et enfin, la section technique ne deviendra plus une section de relégation technique et professionnelle comme auparavant. Ça devrait devenir une section de choix de personnes, de choix de l'élève. Et avec les technologies actuellement, la section, par exemple, professionnelle n'existera pas, puisqu'il pourrait exister uniquement la section technique. Donc l'enseignement est un élément fondamental, est un élément de développement d'une société, quelle que soit, et notamment nous ici. Et à côté de ça, évidemment, comme je dis, quand on parle de l'enseignement, la recherche scientifique. Donc il faut donner aussi les moyens de la recherche, parce que nous, ici en Belgique, nous sommes reconnus internationalement pour la recherche. Donc il faut renforcer cette recherche-là. Comme ça, on aura un outil complémentaire. Bon, il y a beaucoup d'autres défis que l'enseignement doit relever pour rendre nos élèves utiles à la société. Je donne par exemple aussi deux autres exemples. Il faut équiper les écoles au niveau technique. Il faut les équiper des outils modernes. Donc qu'il soit opérationnel, l'élève, quand il termine, doit être opérationnel immédiatement avec la société. Maintenant, les outils qu'on a sont des outils très anciens. Évidemment, on a fait un effort en créant les centres techniques, disons, où plusieurs écoles peuvent tout. Il faut le généraliser, il faut donner à chaque école des moyens pour s'adapter à la technologie. Un autre moyen aussi pour lequel les enfants, enfin les élèves de technique et professionnels souffrent, c'est le manque de stages. Lorsqu'ils cherchent des stages, ils ne trouvent pas de stages. Meilleure synergie avec le monde d'entreprise. Et là, je demande que, c'est bien les entreprises, par exemple, qui disent à nous ne trouvons pas les élèves formés pour le travail sur lequel nous voulons, mais il faut aussi eux qui donnent la possibilité à ces jeunes de se forcer et donc donner la possibilité de faire leur stage, parce que actuellement, vers les 6e terminales, les élèves peinent à trouver des stages. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure synergie. Il faut que chacun assume sa responsabilité. Si le public doit former, il faut aussi que le privé assume en accueillant ses élèves, en les formant, en leur donnant un peu beaucoup plus, parce que c'est pour eux, c'est le bénéfice. C'est eux qui vont travailler dans ces entreprises et c'est eux qui vont augmenter leurs bénéfices. On arrive vraiment à la fin de notre émission. Donc ici, vous êtes
chez Al-Mouatine. Donc Al-Mouatine en arabe, ça veut dire le citoyen. C'est vraiment la chaîne du vivre ensemble. On a des juifs, on a des chrétiens, on a des musulmans et aussi des non-croyants, des laïcs. Alors ce vivre ensemble a été assez malmené ces derniers temps. Quels sont pour vous, j'ai beaucoup aimé le faire ensemble, c'est vraiment ce qu'on fait ici, c'est vraiment du faire ensemble. Alors pour vous, en un mot mais très vite, quelles seraient donc les premières mesures au niveau européen pour ressouder ce vivre ensemble en Europe et dans notre pays? En fait, il faut être engagé de façon active pour avoir une stricte application et formelle des droits fondamentaux dans lesquels, en fait, sont garantis les droits et la liberté de culte aussi. Et donc, en fait, aller vers vraiment un traitement rapide de cette question-là pour mettre un terme, je pense, définitif à toute une problématique qui pourrit les relations entre les personnes de convictions différentes ou qui n'en ont pas du tout, et en fait aller vers un apaisement au niveau social pour les gens. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire, c'est de mettre un terme à cette question pour que les gens puissent avancer, parce que vraiment les défis je reprends encore nos quartiers, puisqu'il s'agit de nos quartiers, c'est pas du tout à ce niveau-là qu'ils sont, c'est vraiment autre part, mais il faut traiter cette question-là. Et donc je pense que la laïcité permet justement que chacun puisse avoir ses convictions personnelles, qu'il puisse justement vivre avec ses propres convictions sans avoir à être menacé d'une quelconque façon. Et il ne doit pas subir de pression. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller. Alors bon, descendons les niveaux de pouvoir, Monsieur Daïef, pour le fédéral. Alors pour vous, les principales mesures qui pourraient être prises au niveau fédéral pour reconstruire un peu ce vivre ensemble un peu malmené et cette laïcité? Justement, donc le vivre ensemble cette année, c'est quelque chose de très important. Comme dit, notre société est composée donc de plusieurs convictions, de plusieurs cultures, donc il faut que tout le monde ait le minimum, disons, de respect des autres. Donc la dignité, le respect, surtout le respect, il faut qu'on respecte et qu'on fait la main dans la main pour qu'on fait dans notre société. Donc, et au niveau fédéral, donc si jamais on ne respecte pas, il faut renforcer les lois qui existent déjà, les lois antiracistes, les lois moraux, dites les lois moraux, pour réprimer un peu tout acte de racisme. Et donc le fédéral doit encourager, donc au niveau, doit encourager les communautés, doit encourager les régions à mettre les moyens pour faciliter le brassage de cette société laquelle nous vivons. Donc il ne faut pas qu'il y ait des barrières, ni culturelles, ni philosophiques, ni religieuses. Nous sommes avant tout des êtres humains composés de la même façon et nous avons le droit de vivre chacun comme il entend de la même façon. Alors à la région, Madame Lanen, qu'est-ce que vous préconisez pour Bruxelles? Parce que Bruxelles est un cas comme un particulier, on est la ville numéro 1 de la multiculturalité, même si on est en numéro 2 parce que Dubaï est avant nous, mais enfin bon, au niveau socio-économique, on est quand même beaucoup plus varié que Dubaï. Alors pour vous, quelles sont les choses, ou peut-être les choses à continuer à faire, que vous avez déjà entrepris? Oui, mais donc justement, je pense que le gouvernement bruxellois et la COCOF en particulier ont aussi mis énormément de moyens pour soutenir des projets de la société civile, des associations, pour le vivre ensemble. Mais moi, je voudrais vraiment aller au-delà, parce qu'on peut vivre ensemble en ne se parlant pas, en ne se connaissant pas. Et moi, je privilégie plutôt le faire ensemble. Et c'est tous les projets qui visent à souder les gens, à les rapprocher plutôt que les diviser, sont pour moi essentiels. Je voudrais aussi dire quelque chose. Ce matin, je lisais une étude internationale qui a été faite au niveau européen et qui posait notamment la question de l'accueil des migrants et s'il fallait continuer au niveau des pays européens à en accueillir. Et quand vous regardez les résultats, que ce soit la Belgique, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, eh bien tous disent majoritairement qu'il ne faut plus en accueillir, qu'il faut fermer les frontières et que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Par contre, vous regardez les Allemands. Les Allemands sont plutôt majoritaires à dire qu'on peut encore continuer à en accueillir.
Et donc, ce matin, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette différence, alors que l'Allemagne a une histoire un peu douloureuse face à la diversité, et j'ai interprété les choses de la façon suivante. Je me suis dit, lorsqu'on a en fait une opinion publique qui est composée évidemment d'une parole des politiques, si ces politiques vous disent qu'il y a une richesse à continuer à accueillir de manière digne les gens sur notre territoire, à les intégrer, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils puissent travailler et finalement développer votre propre pays, je pense que vous pouvez aussi faire passer ce type de message dans la société et ça peut avoir une influence sur le citoyen lambda. Si on fait le contraire et que l'on est toujours en train de stigmatiser des citoyens comme cela a été fait au niveau du gouvernement fédéral, MRNVA, où on a souvent considéré que les étrangers ou les personnes d'origine étrangère n'avaient pas de valeur ajoutée, notamment pour ceux qui sont les Maghrébins et les Africains subsahariens, eh bien évidemment on a des résultats comme celui que j'ai lu ce matin dans cette analyse. Et donc je crois qu'on a une grande responsabilité à continuer à valoriser des projets qui font que l'on fait ensemble. Ben, merci à mes trois invités et merci à nos chers téléspectateurs et rendez-vous pour un autre numéro de Voix de fait spéciale élection 2019.